Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'action IMSS qui vient de publier ses résultats pour le premier trimestre 2025. Ça fait bientôt 2 ans qu'on a ce business en portefeuille, on en a souvent parlé sur la chaîne et on va aujourd'hui donc aller voir un petit peu déjà ce qui a été annoncé, les nouvelles sur l'entreprise vu que je la suis, vu que je l'ai en portefeuille et aussi la valorisation actuelle. Est-ce que je conserve? Est-ce que j'achète encore? Est-ce qu'au contraire, je compte vendre avec la plus-value que j'ai? On va en parler dans cette vidéo. L'entreprise devrait ouvrir à moins 4,49% ici en pré-marché et aussi évidemment comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent et je vous partage juste mon parcours et mes analyses. Alors IMSS, c'est une entreprise très volatile. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai ouvert une position. J'ai un prix de revient unitaire ici à 7,91 $. 411 actions en portefeuille pour une position à un peu plus de 16 000 $, dont 13 000 $ de gains latents. Donc l'entreprise s'est vraiment beaucoup appréciée en 2 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment une toute petite capitalisation. Et c'est une entreprise aussi que le marché a beaucoup de mal à valoriser historiquement, et même encore à ce jour, à mon avis. Et vous pouvez le constater, puisque l'entreprise, elle était montée à plus de 70 $. Et puis ensuite, en quelques semaines, elle est redescendue sur les 25 $. Donc là, typiquement, très compliqué pour le marché de venir la valoriser. Et en même temps, c'est aussi une capitalisation de taille moyenne aujourd'hui, puisque l'entreprise, vous voyez, elle fait 9,37 milliards de capitalisation boursière. Petit rappel rapide sur les activités. C'est une entreprise de consultation médicale et une pharmacie en ligne. Ils ne font que des traitements de fonds préventifs, ils ne font pas du médical lourd. Ils sont en dehors du système d'assurance et ils veulent le rester. Ils l'ont encore confirmé dans la conférence destinée aux investisseurs. Ils ont donc rapidité, efficacité, discrétion sur des traitements qui seront de toute façon très mal couverts par le système de santé, notamment aux États-Unis, même s'ils cherchent à aller à l'international, on en parlera aussi. Ils font donc de la téléconsultation, ils permettent d'éviter de se déplacer, d'éviter la pharmacie, de recevoir des médicaments sur mesure, livrés, et aussi de payer que si on a le traitement. Si on n'a pas besoin du traitement, eh bien, on ne se voit pas payer la consultation. Ils ont des bonnes marges brutes, même si celles-ci se compressent, et c'est pas étonnant, on en reparlera. Une forte croissance du chiffre d'affaires, des revenus en grande partie récurrents, et des marges sur le flux de trésorerie disponible, et des marges nettes aujourd'hui positives. À l'époque, c'était pas le cas, et c'est aussi pour ça qu'à l'époque, la valorisation était très basse par rapport au potentiel. C'est pour ça que je vous dis, avant, c'était une toute petite capitalisation boursière. Aujourd'hui, on est quand même plus sur une capitalisation boursière moyenne à pas loin de 10 milliards aujourd'hui. Et quel chemin qu'on a fait entre juin, septembre 2023 et aujourd'hui. Bravo à l'entreprise. D'ailleurs, je voulais vous montrer ces évolutions de mes prix cibles, puisqu'en fait, l'entreprise n'a pas arrêté de me surprendre. Il y a 2 ans, je voulais la payer sous les 9 $, ce que j'ai fait massivement entre juin et septembre 2023. Puis quelques mois plus tard, c'était 16 $. C'était ensuite 21 $. Et puis, il y a peu, on avait remis encore un jour, on était à 36 $. Et juste avant de vous emmener voir les chiffres en entier, je voudrais juste vous mettre 2 points des résultats pour justement parler de la nouvelle mise à jour que je vais devoir faire parce que j'ai envie de dire, j'en peux plus de tout le temps mettre à jour. Je le mets à jour tous les 3 à 6 mois, ce fichier. Et aujourd'hui, autant pour le chiffre d'affaires sur 2025, je suis à peu près en ligne avec ce qu'ils annoncent. Par contre, l'entreprise vient de nous annoncer les prévisions de chiffre d'affaires pour 2030. Donc là, ils prennent des risques à nous annoncer des chiffres d'affaires, ce qui veut certainement aussi dire qu'ils ont beaucoup de confiance. Et ils nous prévoient at least, en anglais, donc au minimum 6,5 milliards de chiffre d'affaires pour 2030. Moi, je suis avec 4,4 milliards dans mes chiffres. Donc je suis complètement, encore une fois, en dessous de ce que j'avais prévu. En même temps, c'est normal, je fais tout le temps des prévisions assez prudentes et du coup, je vais encore devoir remettre tout ça à jour. Et s'ils nous annoncent ce chiffre d'affaires pour 2030, le sentiment que j'ai quand même, c'est qu'ils vont certainement faire mieux puisque cette entreprise a quand même pour habitude de battre ce qu'elle annonce, ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne stratégie par rapport au fait d'être coté en bourse généralement, d'annoncer moins et de faire plus. Comme ça, les analystes sont surpris en positif. Et pour finir aussi, avant de passer aux chiffres, je dirais, à la belle époque, quand cette entreprise n'était pas repérée par les marchés. Aujourd'hui, avec les GLP-1, les médicaments pour la perte de poids, ce qui s'est passé avec Novo Nordisk, le partenariat qu'ils sont en train de faire et tout, c'est foutu. L'entreprise n'est plus du tout sous les radars, bien au contraire, maintenant elle est dans tous les journaux spécialisés. Et c'est pas grave, elle se retrouve maintenant avec un prix en bourse qui est certainement plus proche de la réalité, mais cette valorisation, on en reparlera en conclusion. Donc au niveau des résultats, si on regarde, chiffre d'affaires en croissance sur un an de 111%. Je tiens à le dire, la croissance ralentira et c'est normal. Les marges brutes aussi vont se compresser et c'est pas étonnant puisqu'il y a un moment quand l'entreprise grandit, elle peut pas avoir une accélération infinie du nombre d'abonnés à ses services et du chiffre d'affaires. De la même façon, les marges brutes se compressent puisqu'il y a un moment, si le marché est bon, de la concurrence peut arriver. Aussi, ils baissent leur prix, par exemple avec le partenariat sur Novo, évidemment, ça va un peu ronger leur marge brute, mais c'est pas des choses qui m'inquiètent énormément. Les bénéfices plus 345% sur un an et de toute façon,
façon, l'entreprise, il y a 2 ans, elle n'était pas profitable, elle passait complètement sous les radars, donc c'est normal d'avoir de telles croissances. Pareil, croissance sur le flux de trésorerie disponible de plus de 320% sur un an. C'est des croissances absolument phénoménales, plus 38% sur les abonnés. Ça ralentira et c'est pas forcément un problème pour moi. Tant que la valorisation est bonne, j'entends, et qu'on paye l'entreprise au bon prix. Il nous prévoit, donc je vous le disais, le chiffre d'affaires de plus de 6,5 milliards en 2030. Et si on continue, donc après, vous savez, tous les classiques, l'augmentation des abonnés avec et sans des solutions personnalisées, etc. Je vous laisserai aller voir tous ces documents en détail si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise. Et de toute façon, j'ai fait des analyses beaucoup plus poussées. Ici, l'objectif, c'est de faire vraiment ensemble les résultats de l'analyse de ce qui a été annoncé. Et sinon, pour 2025, ils sont en ligne avec ce que j'avais prévu sur le chiffre d'affaires. Je voulais vous montrer rapidement la croissance du chiffre d'affaires visuellement. Vous voyez qu'elle est absolument impressionnante à partir de 2021. Et quand on l'achetait en 2023, la mi-2023, eh bien, on avait des marges nettes négatives en 12 mois glissants. Donc, l'entreprise, tout ce qui est PER, etc., on oublie, il n'en avait pas. C'est-à-dire que quand on regardait, par exemple, sur Finviz, une imprime écran, eh bien, le PER, il n'y en avait pas, le PER futur non plus, et le prix par rapport au flux de trésor, lui, par contre, on était passé en positif. Et c'est au moment où on est passé en positif, et donc on a dérisqué l'entreprise d'un point de vue d'un risque de faillite, eh bien, c'est à ce moment-là que je me suis mis à me positionner parce que je me suis dit, plus de risque de faillite, et les marges nettes, elles risquent de passer en positif un jour, ce qui a été le cas. Maintenant, si on va voir les derniers chiffres directement dans le 10Q, le document officiel publié auprès de la SEC. Je vais le zoomer un petit peu pour que vous le voyez le mieux possible. Donc, la position en cash continue d'augmenter. L'entreprise ne brûle plus de cash, on le verra après. Au niveau des inventaires, ça augmente un petit peu, mais rien d'inquiétant, c'est normal vu que le chiffre d'affaires augmente. Le goodwill, donc il augmente assez peu, ce qui est plutôt une bonne chose. Honnêtement, parce que c'est de l'actif intangible et je veux pas non plus en voir de trop. On voit que tout ce qui est installation, équipement, etc., c'est beaucoup augmenté et c'est normal puisqu'ils ont fait des acquisitions, ils ont des pharmacies en physique, des hangars, donc c'est tout à fait normal. Et au niveau de la dette, eh ben, il n'y en a toujours pas, donc pas de problème. Si je continue, on va aller faire à la calculette les différentes marges parce que dans les documents financiers, elles ne sont pas faites puisque c'est le format imposé par la SEC quand on fait de la comptabilité. Donc si je m'amuse à prendre la marge brute en 2024 puis en 2025 sur le premier trimestre, donc en 3 mois glissants, on est à 229 divisé par 278, je vous fais ça en direct, 82,3% de marge brute, et aujourd'hui on est à 430 divisé par 586. Regardez l'écart, c'est impressionnant, la croissance du chiffre d'affaires, c'est hallucinant, regardez. Enfin bref, je pense en même temps je vous fais la vidéo. 73% de marge brute. Donc la marge brute compresse, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est pas étonnant, entre le fait qu'on va aller vendre des produits avec des marques, comme par exemple sur Novo et Eli Lilly, le fait aussi que évidemment la concurrence va venir sur le marché, si le marché est bon, il y a un moment, la capacité à fixer les prix baissera un petit peu, mais rien qui me choque. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est les croissances du marketing par rapport au chiffre d'affaires. C'est très important pour voir si une fois qu'ils ont acquis des nouveaux patients avec le marketing, ils les conservent. Donc là, on va s'amuser à le faire 231 divisé par 130. 1,77 fois, et le chiffre d'affaires, je suis sûr qu'on est à plus que ça vu ce que j'ai devant les yeux, 586 divisé par 278, 2,1. Donc très bonne nouvelle, le marketing n'augmente clairement pas aussi vite que le chiffre d'affaires, ce qui fait de suite dans ma tête le petit ding-ding, la petite alerte, revenu récurrent, et j'aime beaucoup voir ça. Et la marge nette, on se la fait rapidement, même si je pense pas qu'il cherche spécialement à optimiser la marge nette en ce moment, mais on va se la faire quand même. 49 divisé par 586, ça va faire quoi, un peu moins de 10% ça? Ouais, 8,3%. Ils brûlent plus de cash, enfin ça on va aller le voir après, pardon. Ils ont des marges nettes positives, mais je sais qu'ils brûlent pas de cash puisqu'on l'a vu sur les graphiques avant. Je le sais parce qu'en fait je vous l'ai montré ici, c'était sous mes yeux. Ok, rapidement, tout ce qui est les flux de trésor. Ils continuent à payer les actions destinées aux employés, c'est à préciser, c'est normal, c'est une entreprise jeune, ça ne me dérange pas du tout qu'ils fassent ça pour attirer des employés performants et puis pour rémunérer la direction qui performe. C'est pas un problème pour moi du moment que ça ne détruit pas les flux de trésor. Cash issu des opérations 109, je vous évite les 3 chiffres à chaque fois, de toute façon on est en milliers. Bref, CAPEX ensuite, on va aller les chercher, ils me les ont mis où? Ils me les ont mis ici, 55. 109 moins 55, on est toujours largement en positif, même en ne mettant pas les 24 de compensation en action, donc ils ne brûlent pas de cash, ils génèrent du cash, et de toute façon, on s'en est rendu compte aussi un petit peu plus tôt, puisqu'on a vu qu'ils n'avaient pas levé de dette et que pour autant leur position en cash augmentait en 12 mois glissants. Donc voilà, en gros, je vous ai fait ça un petit peu en direct. Je sais que vous aimez bien aussi des fois voir ma réflexion en direct. Rien à dire, tout est extrêmement solide et en croissance. Évidemment, c'est pas parfait, notamment la compensation en action. Mais encore une fois, je trouve ça très bien sur une entreprise qui cherche à innover. C'est pas du tout un truc qui m'embête.
Petit instant publicité juste avant de passer à la valorisation et à ma conclusion. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme, pour aller, plus loin dans leur apprentissage en bourse et aussi avoir accès, eh bien, à mon portefeuille, les vidéos que je fais, chaque lundi, justement de ce que je vois en ce moment, les sessions de travail, aussi, tous les modules de formation pour se créer une stratégie de A à Z, pour investir en bourse selon votre profil et votre stratégie. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment que vous appreniez, que vous deveniez autonome, c'est pas juste de copier-coller, même si vous avez accès à mon portefeuille, mes achats et mes ventes. Enfin bref, premier lien en description pour ceux qui veulent soutenir mon travail tout en passant à l'action et en apprenant. Et un grand merci pour votre soutien depuis les débuts. On continue sur la valorisation. Je l'ai déjà dit et je le confirme, utiliser un PER ou tout autre ratio qui regarde ce qui s'est passé historiquement sur une entreprise aussi jeune et avec tellement de croissance, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'avait pas de sens à l'époque. Et si à l'époque j'avais regardé un PER, ben, il n'y en avait pas. Et si j'avais regardé un prix par rapport au flux de trésor, ben, j'aurais sauté au plafond et je n'aurais jamais acheté cette entreprise avec la position que j'ai en ce moment. Ils n'optimisent pas du tout pour le bas du compte de résultat. Ils optimisent pour le haut du compte de résultat et c'est tant mieux vu la taille de l'entreprise et le moment où elle en est dans sa courbe de croissance. L'entreprise fait encore bien mieux que mes attentes, je continue d'être impressionné, je vais remettre tout ça à jour et clairement, bah, je conserve et d'ailleurs pour passer à ma conclusion, du coup, non, je ne vends pas, je reste rationnel. C'est-à-dire que quand vous avez, 400 de gains en 2 ans, il y a un moment, il faut quand même garder les pieds sur terre. Il y a tellement à disrupter dans le secteur du médical que je n'ai pas du tout envie de vendre cette entreprise, bien au contraire, j'ai clairement envie d'en racheter. Surtout, quand je vois que mon dernier prix d'achat, c'était autour des 36, là on est à 39 et l'entreprise, lorsque je vais remettre mes chiffres à jour, si ça se trouve, je serai au-delà des 39. Donc oui, j'ai très envie de racheter. On verra ça une fois que j'aurai remis mes chiffres à jour. Je vais faire ça tranquillement en fin de semaine, le week-end. Je suis jamais pressé. De toute façon, je prends jamais des décisions sur un coup de tête. Généralement, vous le savez, j'analyse beaucoup avant d'acheter quelque entreprise que ce soit. Donc je suis pas à quelques jours près. Je vais surtout pas être dans l'émotionnel. Je vais rester dans le rationnel. Le titre peut très bien corriger vu la volatilité et tant mieux. C'est pas un problème pour moi, bien au contraire, ce serait une opportunité. Et tant pis pour le PRU d'ailleurs, je tiens à le dire parce que évidemment que si j'achète ou si je prends des options, par exemple des LIPS, mon PRU il va monter sur le long terme, mais je m'en moque. Je suis pas là pour l'ego. Je préfère avoir une grosse position qu'un prix de revient unitaire aux petits oignons pour flatter mon ego. Je veux la taille de les positions avant le prix que j'ai payé pour cette position. Évidemment, si le prix à payer est toujours bon et que sur le long terme, je vais faire le retour sur investissement désiré. Je ne vais surtout pas sous-estimer IMS, notamment pour tout ce que je vois venir pour le futur. Et ils en ont parlé aussi d'ailleurs dans la conférence destinée aux investisseurs. Déjà, le fait, pas d'assurance, ils confirment, ils ne veulent pas en entendre parler. Et oui, ils ne veulent pas d'assurance. Et oui, pourtant, l'adoption est là. Et le secteur du médical doit du coup, à mon avis, se poser beaucoup de questions. Il parle aussi de l'international, notamment avec l'Angleterre, il parle aussi du Canada, et j'ai envie de pousser le débat un petit peu plus loin. Voyageant pas mal quand même, comment on fait quand c'est pas possible de voir un médecin dans certains pays? C'est pas si facile que ça d'accéder à un médecin. Juste pour avoir un avis médical, il suffit de payer et ce concept de toujours passer par l'assurance et cetera, surtout pour des petits problèmes de santé quand les assurances sont des systèmes qui parfois, font clairement le ping-pong avec le patient et au final ne cherchent pas vraiment à vous soigner. On se demande des fois ce qu'ils cherchent à faire ou quand il faut attendre 4 à 6 mois pour obtenir le moindre rendez-vous et se soigner. Eh bien, il y a des solutions et il y a des choses à disrupter. Je veux que l'entreprise continue à innover. Je suis tout à fait OK avec le fait qu'elle n'ait pas cherché à devenir rentable au début. Maintenant, elle est devenue, tant mieux, du coup, elle est repérée par Wall Street. C'est pas grave, mais c'est pas du tout ma priorité qu'ils gagnent beaucoup d'argent maintenant. Je veux qu'ils réinvestissent et c'est ce qu'ils font et ça me rassure beaucoup sur ma thèse d'investissement. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.